Espace politique de votre Vespérel. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur débat de 120 minutes actu soir. Deux sujets inscrits à l'agenda ce soir. Alternance au sommet de l'État entre continuité et rupture. Le deuxième sujet, investiture du duo Wadani Talata. La grande messe politique prévue pour le 4 octobre prochain. Allez, pour parler de ces deux sujets, pour évoquer ces deux sujets, trois invités normalement attendus, mais deux nous ont rejoints pour le moment. On espère que le troisième pourrait nous retrouver en cours d'émission. Espérance Rouessou, bonsoir. Monsieur Bies, bonsoir chers téléspectateurs. Espérance Rouessou, vous êtes analyste politique. Merci de votre disponibilité. En face de Espérance Rouessou, Roméo Aïssegbe. Bonsoir Roméo. Bonsoir Monsieur Sosoupé, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes acteur politique, merci de nous gratifier de votre temps. Nous sommes dans une phase où le Bénin s'apprête à trouver un autre locataire de la Marina, Patrice Talon. Presque en fin de mandat, mais il faudra attendre 2026. Faut-il le préciser, l'élection présidentielle aura lieu plus précisément le 12 avril 2026. Mais est-ce qu'il faut trouver un candidat qui rompt avec la rupture ou un candidat qui continue dans la même dynamique que le gouvernement de la rupture? C'est bien évidemment la toute première question que je vous fais, Roméo. Merci beaucoup, Monsieur Sosoupé. Vous convenez avec moi que dans le naturel de tout fait, lorsque vous entreprenez une démarche ou peut-être à mi-chemin d'une relation, et qu'il y a lieu de faire le devoir de s'asseoir pour évaluer les deux mots que vous avez utilisés, soit rompre, donc arrêter, ou continuer avec le même modèle type, s'impose. Mais souvent, l'un ou l'autre l'emporte selon la substance du bilan qu'on fait de cette collaboration. Alors, ici, il s'agit notamment d'un deal, donc d'une alliance faite entre le gouvernement de la rupture, présidé par son Excellence M. Patrice Talon, et le gouvernement, et le peuple béninois. Alors, si presque au soir, au crépuscule de ce mandat, avec ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous avons touché de nos doigts, certes, tout n'est pas rose, mais ce qui a été fait tend vers ce que nous espérons. Je crois que ça va provoquer plus de choc si on dira qu'on veut rompre avec la rupture. Parce que rompre avec la rupture, selon moi, serait arrêter systématiquement tout ce qu'on a pu retrouver et dont on a bénéficié lors de l'exercice de ce pouvoir qui a placé son mandat sous le signe de la rupture. Et qu'ils vous souviennent, la rupture est intervenue en se référant à un certain nombre de faits négatifs qui s'étaient érigés en un système de gestion au Bénin pendant des décennies. Je veux nommer par exemple la corruption, la gabegie, un certain nombre de notre passé honteux. Et donc, la rupture sonnait de 2016, donc 2015-2016, comme voulant faire dos définitivement à ces mots qui minaient l'évolution de la République. Sur ces plans-là, lorsque nous nous asseyons et que nous faisons face à nous-mêmes et que nous nous mirons, nous nous rendons compte que oui, au moins à 75%, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles nous avons rompu, tels les éléphants blancs quand on engage des chantiers, les corruptions, je dirais même le populisme à outrance, l'improvisation dans les formes de gérer, et sans boussole, sans la gestion, sans véritablement un but. Nous avons retrouvé au cours de ces 9 dernières années, pour ne pas dire les 10 ans, une certaine lettre de noblesse. On a vu l'État se refonder et beaucoup de choses ont commencé par démarrer. Nous avons vu des choses qui ont fini avec le soubassement, donc on a vu
un certain nombre de choses. Eh bien oui, on peut dire que dans l'état actuel, cette corde que nous avons tissée récemment, à partir de 2016, la majorité des Béninois ne seraient pas prêts à ce qu'on rompt ça. Alors, cette continuité serait bienvenue. Mais continuité dans une autre dimension, continuité dans l'élan de perfectionnement. Puisque le bilan est fait au soir de ce mandat, et nous avons, même celui qui a porté, je dirais, le symbole même de la rupture, a reconnu même déjà qu'il y a eu un certain nombre de choses qu'il tenait à faire. J'en veux pour preuve la formation technique et professionnelle, qui devrait normalement donner un nouveau visage, n'est-ce pas, à la jeunesse béninoise en matière de compétences et de qualité, qu'il n'a pas pu faire, mais il a pratiquement posé les fondations. Et donc, je vous en voudrais si vous ne citez pas également l'échangeur de verre de corps. Donc, l'échangeur de verre de corps pour les Béninois, si je serais en train de faire trop de démonstrations parce que c'est un démarrage en cours. Et si c'est ça, les autres, voilà, les autres aussi peuvent vous dire que c'est des trucs comme on lance en fin de mandat. Mais comme je le disais tantôt, il y a quand même une habitude que nous avons pris de la rupture, qui est de ce que quand on parle d'un chantier, il n'y a pas de spectacle de pose de première pierre. Et lorsque les travaux commencent à se faire, tout ce qui est déplacement de réseau, reconnexion d'un certain nombre de choses, nous l'avons constaté au Carrefour Toyota précisément. Nous savons que quand on a dit qu'on veut démarrer sous la rupture, on le fait. Vous voyez, vous convenez avec moi que par rapport à ça, on ne peut pas rompre. Parce qu'il a suffi qu'on nous dise qu'on veut faire. Le commun des Béninois est habitué les 10 dernières années que quand on dit ça, ça va se passer. C'est-à-dire, on sait, on a déjà la certitude qu'on veut faire. Et donc, on prend ça comme un acquis même. C'est-à-dire, l'annonce déjà au Conseil des ministres est déjà rentrée dans l'habitude. Quand on entend qu'on veut faire telle chose au Conseil des ministres, déjà, on sent que ça, là, c'est déjà réalisé. On prend ça comme un acquis. Donc, le Béninois ne peut pas accepter, le Béninois qui a vécu 2006, 2016, tout ce qu'un gouvernement a été capable de faire sans pour autant indexer quelqu'un, et que la rupture est venue. Sauf que vous évoquez une période. Oui, puisque précisément la rupture, c'est par rapport à une certaine période. Et je pourrais aller loin pour qu'on ait beaucoup de choses dans notre panier. Je pourrais aller... Avant d'aller loin, on va vous permettez qu'on écoute Espérance. Espérance, aujourd'hui, on a le choix entre rompre avec la rupture ou continuer dans la même dynamique que la rupture, que le candidat soit, que le prochain président soit de la mouvance ou de l'opposition. Merci. Ces deux mots, à la limite, dans un contexte bien donné, finira par être complémentaires. Je m'explique. Ça paraît, oui, effectivement, un peu bizarre de dire que rupture et continuité peuvent s'unir et donner et se retrouver dans une complémentarité de la chose. Oui, soyez sûr que au soir de 2026, mai 2026, quand nous allons vouloir, pour ne pas dire peut-être déjà au soir du 12 avril 2026, on serait dans une rupture. Vous savez pourquoi? Pourquoi? On serait dans une rupture parce qu'on n'aura plus la tête principale. Il y aura une rupture par rapport à la personnalité de celui qui sera destiné à gérer le pays les 5 prochaines années. Là, nous pouvons parler théoriquement d'une rupture qui doit être observée. Ce virage serait incontournable au soir des élections de 2026, des présidentielles de 2026. Il y aura une rupture en termes de la personnalité de celui qui est au pouvoir. Mais en termes de continuité, je dis il y aura obligation de continuité aussi parce que aujourd'hui, depuis 2016 à aujourd'hui, là je rejoins Roméo, il y a un fait, il y a un constat. Il y a un contrat social qui lie les gouvernants avec le peuple. Et sur un certain nombre de choses, quelle que soit la tête du prochain président, il ne pourra pas faire marche arrière. Il ne pourra pas faire un arrêt systématique. Il a l'obligation d'une continuité dans cette direction d'action. Donc, en termes d'action à mener, au soir de
d'avril 2026, le nouveau locataire de la présidence aura une continuité dans un contrat social qui lie le peuple aujourd'hui avec l'actuel locataire. Donc là aussi, convenez avec moi qu'on aura l'obligation d'utiliser le mot continuité et on aura l'obligation aussi d'utiliser le mot rupture parce que même dans les actions, on a vu la ligne directive de l'actuel locataire. Qu'on veut ou pas, il a pris une direction bien définie avec une orientation claire que quelqu'un d'autre qui va prendre peut ne pas choisir la même direction ou soit choisir la même direction mais peut choisir une autre orientation. Donc, convenez avec moi qu'il y aura aussi rupture dans une certaine manière de faire sans vouloir abandonner une continuité en termes du contrat social qui lie et qui va lier le gouvernant avec le peuple. Mais quand on suit très bien le développement de Roméo, c'est vrai que vous ne vous rejoignez pas forcément parce que pour Roméo, il faut que la rupture qu'on continue comme on l'observe. Là, je suis d'accord avec vous. Vous savez, Roméo, vous l'avez su bien présenté, c'est un acteur politique et pas un acteur politique de l'autre camp. Roméo n'est pas que technicien, n'est pas que technocrate, il est aussi après tout un acteur politique. Non, comprenez juste un peu pour le taquiner, mais comprenez que son analyse, si je me le permets, est beaucoup plus axée sur un angle politique. C'est-à-dire, lui, en tant qu'acteur politique, il défend la continuité des actions de celui que je peux appeler aujourd'hui, pas seulement le président de la République, mais de son mentor, pour que quelqu'un, là, quand vous suivez très bien son analyse, il est beaucoup plus porté que ce soit toujours le candidat de la rupture qui soit là pour qu'on s'assure d'une continuité directe des actions. Mais moi, je le rassure pour dire, quel que soit le candidat, il doit avoir une continuité sur certains plans, en termes d'action, mais de toutes les façons aussi, il doit avoir une rupture. Même je suppose que c'est le candidat de la rupture qui veut, au soir des élections, a la chance, a le crédit du peuple béninois pour continuer les actions. Soyez sûr qu'il y aura une rupture aussi, parce que il ne peut, bien qu'il soit l'élève du maître, il ne peut pas exercer l'action politique, la gouvernance du pays avec les mêmes élégances, avec les mêmes manières de faire que son mentor. Soyez sûr et certain, chaque individu de façon intrinsèque a sa manière de faire que d'une manière ou d'une autre diffère toujours de celui qui vous a formaté. Ça, c'est une certitude. Et donc, à partir du 12 avril, les 2026, bien évidemment, les Béninois doivent s'apprêter à un changement de veste, un changement de paradigme. On ne consommera plus forcément de la rupture à la manière talent. On va consommer de la rupture. Si ça arrivait, que c'est le candidat de la mouvance qui remplirait. Loin de moi d'anticiper la nostalgie qu'aurait bon nombre de Béninois au soir du 12 avril, comme vous le dites. De la nostalgie? Oui, parce que quand je parle de nostalgie, je pèse bien mes mots. Vous savez, les débuts du mandat du prochain président va certainement faire sentir une fièvre nostalgique de l'absence du président Patrice Talon. Pourquoi? Si vous avez vécu dans votre chair les affres de la corruption et de la mauvaise gouvernance qui s'était érigée en un système de gestion. Vous en avez vécu, vous? Je vous assure que quand je m'assieds chaque veille de ma date d'anniversaire, d'accord, je me retrouve à faire des bilans où je trouve les périodes où j'avais donné plus de moi-même, mais qu'il a manqué des choses que nous avons vues, auxquelles nous avons eu assez facilement les 10 dernières années, que si ça arrivait un peu plus tôt... que s'est-il passé concrètement? Ce que je peux dire, je ne vais pas personnaliser cela, mais si vous prenez rien que les cas de grève, d'accord, en milieu scolaire, si vous aviez vécu ce que le prolongement des grèves pouvait créer des années blanches, si vous avez vécu des cas de grève dans le milieu judiciaire où
sur malentendu, quelqu'un était privé de sa liberté, mais qu'on pouvait régler en 24 heures, mais parce que les magistrats étaient en grève, celui-là se retrouve, finalement, a fait 6 mois, 8 mois en prison, et on se rend compte finalement qu'il n'a rien fait. Si vous aviez eu, et ça me fait mal, si vous aviez eu un parent qui, malheureusement, a séjourné au CNH Koutoukou, Hubert Maga de Cotonou, et que les médecins étaient en grève, et qu'on finit par mettre du drap blanc dans son visage, et que vous le voyez sur Blancard où on le poussait vers la morgue, et que finalement, c'est parce que le médecin qui devait le soigner n'était pas venu. Si vous aviez vécu ça dans votre chair, et que vous voyez des personnes qui ont été responsables de cela, parce qu'intellectuels, parce que se présentant comme, excusez-moi, pour justifier des positions, si vous faites le bilan à votre niveau, et que vous voyez que Dieu vous a fait la faveur d'être vivant, mais rescapé de ce que je viens de citer là, et que vous avez vécu de 2016 à 2025, ce que nous sommes en train de voir là, si quelqu'un se lève et que vous le voyez en train de tenter de provoquer une rupture avec cette rupture que nous vivons là, je pense que en dehors du sens patriotique que vous avez, le sentiment, une revanche pouvait naître de ce que vous avez vécu intrinsèquement. Je ne dis pas que ce qui s'est passé est parfait. Je sais que en voulant faire de l'omelette, on a cassé des œufs. Mais comme je l'ai dit tantôt, lorsque le devoir de s'asseoir est venu et que vous avez échangé et que vous voyez que dans cette relation, comme ce contrat social dont a parlé M. Ouessou tout à l'heure, et vous voyez qu'il y a eu plus de positivité que de négativité, vous décidez de prendre le sens et de mettre les principes pour renforcer ce que vous avez eu de positif et créer des opportunités pour réduire à néant, si possible, ce qu'il y a eu de négativité. Et ici où nous en sommes arrivés, honnêtement, si, comme j'ai l'habitude de le dire, si les gens qui viendront lever la main pour présider à la destinée du Bénin que nous avons connu et que nous connaissons aujourd'hui, vont devoir nous faire des promesses qui tendent à nous faire croire que les quelques difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on a rompu avec certaines habitudes et qu'ils voudraient instaurer les anciennes habitudes pour nous permettre d'être à l'aise. C'est des personnes qui sont bonnes à rien. Parce que c'est ces personnes qui n'ont pas véritablement capté les positivités et qui n'ont pas le sens de ce qu'on appelle les artisans de la construction. Et vous convenez avec moi que quand vous allez sur un chantier de construction d'un immeuble et que vous avez le beau plan en main et que vous regardez les ouvriers en train de travailler dans la fondation, ceux-là, celui qui regarde le plan et qui contemple le plan et celui qui regarde les ouvriers en train de soulever les pioches et de prendre du ciment, de prendre des briques, n'a pas les mêmes visions et ne ressent pas la même joie ou la même douleur au cœur. Et ceux-là qui ont trimé de leur sueur, ceux qui ont fait couler leur sang, ceux qui ont tout fait pour sacrifier, des générations qui se sacrifient aujourd'hui, comme nous, ça moi je le prends, le chef de l'État l'a bien dit à nos enfants, ils ne travaillent pas pour la jeunesse, ils travaillent un tout petit peu pour la jeunesse, mais pour nos enfants. Et imaginez ce que nous avons vécu, nous qui avions eu la chance ou la malchance de naître il y a un peu plus de 30 ans, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous subissons aujourd'hui, la preuve, en 10 ans, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui avaient 20 ans quand Talon venait. Et si c'était la formation technique et professionnelle qu'il avait démarré aussitôt, ça aurait permis, n'est-ce pas, à ce que ceux qui seraient en train d'avoir 30 ans aujourd'hui soient des techniciens chevronnés, des gens qui pouvaient déjà fabriquer ce micro que nous avons ici, des gens qui pouvaient déjà utiliser notre coton que nous produisons pour faire les tissus, les Super 100, Super 120, tout ce dont nous avons besoin. Mais parce qu'il y a eu défaut de formation. Et parce qu'il y a eu tout ça là, à cause de la corruption et de la mauvaise volonté des dirigeants par le passé, nous en sommes retrouvés là. Et parce que, je le précise, parce que le chef de l'État, l'écosystème dans lequel il est venu avec sa vision, je vais parler de Patrice Talon, n'a pas eu la main, parce qu'il nous a fait la confidence à la jeunesse quand il nous a rencontrés le 28 juillet passé. Il disait, par rapport à cette question-là, il disait qu'il y a des questions où on en discute avec, donc, ces pairs, je parlais en conseil des ministres ou des pairs, où on tire et beaucoup de ces pairs voient la dimension politique, l'impact politique que ça doit avoir, alors que lui voit dans une vision qui doit quand même profiter directement au peuple, même si les résultats ne seraient pas palpables
lors de son mandat. C'est-à-dire quand il fait des projections sur 20-30 ans, les politiciens autour de lui trouvent que ça ne serait pas comptabilisé comme bilan positif à leur mandat. Et donc, il faut laisser les choses qu'on doit faire, dont les bénéfices vont apparaître dans 20 ans, 30 ans, et faire des choses que les gens vont avoir et acclamer et leur permettre à eux d'exister politiquement. Et c'est quelqu'un qui est resté dans cet environnement-là, qui a fait des bras de fer jusqu'à obtenir ça, et qui est sorti avec quelques regrets que lui-même l'a dit par rapport à la formation technique et professionnelle. Lorsque vous avez entendu ça, lorsque vous avez été victime de ce dont je parle, et que vous avez entendu ça, pour rien au monde, lorsque vous avez la capacité d'empêcher que ce système-là perdure et que les conditions favorables ne soient pas, c'est-à-dire créées tout de suite, et que vous ne travaillez pas comme un veilleur, ça veut dire que vous-même vous contribuez à sacrifier la génération qui vient après vous. Voilà un peu ce que je trouve honnêtement, et je vois dans ceci que nous pouvons chanter, n'ayons pas peur d'être les chantres de la continuité dans ces conditions actuelles. Parce que quand on parle de continuité, il y a 10 ans, ce mot avait traîné, un régime a échoué. Mais cette continuité était que le candidat assumait de porter tout le bilan d'un gouvernement dans lequel d'ailleurs il n'a pas été longtemps. Et c'est tout ce que nous décrivons comme des mots ayant miné notre pays, ayant fait reculer le pays sur tous les plans, que ceux-là voudraient continuer. Mais aujourd'hui, on a des acquis. On a la fierté d'être béninois aujourd'hui. Merci. Le Bénin ne s'indique plus par rapport au Nigeria, mais le Bénin s'indique par rapport au Bénin. Merci. Le Bénin est reconnu par rapport à lui Merci. et sa marque propre. Merci Roméo. Alors, Espérance, vous avez suivi tout ce développement de Roméo. Ça laisse à croire qu'à partir d'avril 2026, les Béninois seront nostalgiques. Et à partir du moment où on est nostalgique, on peut demander au prochain président de reproduire exactement Patrice Talon, sauf que lui, il ne s'appelle pas Patrice Talon. Évidemment. Évidemment, c'est là où, qu'on veut ou pas, on va marquer la rupture. Qu'on veut ou pas, le prochain président ne s'appellera pas Patrice Talon. Par ça, le président l'a assumé et il est clair, son départ est acté. Constitutionnellement, il veut être démocrate du début jusqu'à la fin. Et c'est à son actif. Donc, comprenez avec moi que le prochain président ne peut pas s'appeler Patrice Talon. Du coup, comme je l'ai dit, dans sa manière de faire, il y aura changement. Et la veille citoyenne, c'est là où je rejoins un peu Roméo, mais pas sous le même format. La veille citoyenne s'impose à nous, peuple béninois, pour que nous ayons maintenant une continuité dans ce qu'il faut, dans le contrat social qui est ancré, qui est aujourd'hui un acquis parfait. Mais je dirais qu'on doit observer aussi une rupture parce qu'il faudrait que tout ce qui n'est pas parfait, qui est regret, ne soit pas encore regret à la fin. Parce que ne me demandez pas qu'on ait une continuité directe et qu'on ne fait pas attention aujourd'hui à tout ce qui est regret, prononcer même pas l'actuel locataire. Et c'est justement parce qu'on a des acquis de 2006 à 2016 qu'on se permet aujourd'hui de faire des comparaisons, qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire des comparaisons. Exactement. Entre l'époque où Patrice Talon est resté à la tête de notre pays. Et donc, à partir de 2026, les yeux vont encore s'écarquiller pour bien regarder, pour bien comparer après. Les yeux vont bien s'écarquiller pour mieux regarder, pour mieux contempler, pour mieux exiger. Moi, je vais parler même de l'exigence parce que je ne souhaiterais pas qu'on dorme sur nos lauriers, qu'on soit satisfait au dernier degré de ce qui est fait. Ce qui est fait est parfait. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Ce qui est fait reste imparfait. Personne ne peut aussi le nier. Donc, c'est au peuple d'être beaucoup plus vigilant pour que ce qui reste imparfait soit une exigence pour le prochain président. D'où il y aura question aussi de la rupture. Et ce qui est déjà parfait, qui doit nécessiter une continuité dans la durée, pour qu'il y ait la durabilité de l'action, doit être aussi une exigence du peuple pour que l'on ait la continuité. Moi, j'ai toujours ça l'habitude de dire, d'accuser beaucoup plus mon peuple que les gouvernants. C'est parce que le peuple se laisse berner, se laisse entraîner, c'est parce que le peuple manque de vigilance qu'on arrive facilement à laisser les gouvernants à aller à la dérive dans le mauvais sens. Comment? Oui. Vous savez, en 2000, de 2016 à aujourd'hui, l'homme qui est à la tête de l'État a une grande vision pour ce pays avant d'être là.
Mais n'oubliez pas que d'aucuns vont vous dire c'est le même qui était le faiseur de roi depuis toujours. Donc, ils seront tentés de dire il est alors comptable de tout ce qui s'était passé avant son accession au pouvoir. Donc, dans ce cas, c'est parce que le peuple plutôt a eu à vivre des situations, à comptabiliser certaines choses, à finir par faire l'autodiagnostic pour voir, on a commencé par être trop comptable que le peuple est beaucoup plus exigeant avec celui-ci. Dans son exigence, n'oubliez pas aussi l'exigence du peuple qui l'a facilité la tâche. Parce que, Roméo l'a su bien dit, ce n'est pas forcément l'exigence des politiciens qui l'entourent. Parce que les politiciens qui l'entourent n'ont jamais changé de méthode. Ils ont voulu qu'il soit acclamé tout de suite à l'instant quand il pose un acte ou quand il sort une parole. Mais quand lui voit le contrat social qu'il a signé avec le peuple, il se dit, tiens, j'ai beaucoup plus une redevabilité envers ce peuple que forcément que envers les politiciens. Et là, c'est là où il a su, c'est-à-dire jauger, peser et vite arbitrer pour rester beaucoup plus collé à son contrat social avec le peuple. Moi, je dis, c'est un président peut-être que d'aucuns critiquent comme ils veulent, que d'autres applaudissent comme ils veulent, mais il y a un côté de l'homme que je ne vois pas souvent, même chez ceux qui l'applaudissent. C'est quelqu'un qui a fait l'effort de respecter au mieux son contrat social avec le peuple. Prenez il fait partie des rares candidats que j'ai appréciés dès 2016 avec un programme d'action clair. Je suis en mesure de faire si. Je suis en mesure de commencer de telle manière, mais ça va créer tel dégât. Il a dit ouvertement. Si on se rappelle, c'est pas quelqu'un qui est venu en disant oui, tout le monde sera au ciel, tout le monde va commencer par rouler des véhicules de luxe, tout le monde va commencer par faire ci, non. C'est un candidat qu'il était en son temps en 2016, il n'a pas porté un message comme ça. Mais il a décliné, il a eu des actions claires, qu'il a décliné ses actes stratégiques d'action. Et qu'on a observé, que moi je me permets aujourd'hui plutôt d'analyser, de voir. Et c'est l'exercice que lui-même il a fait. Le 31, le 1er août passé, pour voir là où il a échoué. Parce que si vous n'avez pas de boussole, qu'est-ce que vous pouvez analyser pour dire j'ai échoué ici, j'ai réussi ici? Non, c'est parce que l'homme, candidat en son temps, avait tracé des feuilles de route, avait défini un contrat social avec son peuple, est aujourd'hui en mesure de dire voilà ce que j'avais décidé de faire, voilà ce que j'ai pu faire avec vous, voilà ce que j'ai pu faire pour vous, voilà ce que j'ai pu faire pour les générations à venir, voilà mes échecs, parce que c'est là où moi je loue la grandeur de l'homme, parce que c'est difficile de revenir à la charge pour dire oui, j'avais promis telle chose ou bien j'avais pensé faire telle chose, mais je ne suis pas en mesure de le faire et que ça constitue mes regrets. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons marquer une rupture et une continuité. Roméo Aïssegbe, vous êtes acteur politique. Pour vous qui êtes sur le terrain dernièrement, parce qu'on vous remarque sur le terrain tout le temps dernièrement, vous êtes au contact des populations, vous êtes porteur des messages, que ce soit le Bloc républicain, que ce soit l'Union progressiste, que ce soit les démocrates, que ce soit les FCBE, on les voit régulièrement sur le terrain. On a même tenté de dire qu'ils sont en campagne précoce, mais on ne le dirait pas tout de suite. Est-ce que déjà vos mandants réclament une continuité comme vous l'affirmez? Merci beaucoup, monsieur. Parce qu'il se pourrait qu'entre le politique et le mandat, que les idées ne s'accordent pas forcément. Vous avez bien fait de poser la question. Et cela revient à ce que je décline mon identité par rapport à ma présence. Parce que ma présence, d'abord, au milieu du peuple, c'est en tant que citoyen. C'est en tant que citoyen. Et cela, je m'en voudrais de ne pas faire ce rappel mémoire à nous tous. Monsieur Ouessou a fait une petite parenthèse qui répond à votre demande. Si je vais l'expliquer, vous allez le constater. Monsieur Patrice Talon, pendant une vingtaine d'années, a été un faiseur de roi. Celui qui était le mécène, qui cherchait les profils pour son pays qu'il aime, pour que le pays atteigne un certain niveau par rapport à ce que nous voyons en Europe, c'est-à-dire en regardant les pays développés. D'ailleurs, il le répète tout le temps. Moi, je vois que ceux qui sont déjà champions, et c'est par rapport à eux que je veux qu'on se compare. Mais
je suis aussi dans un domaine de pratique, à l'occurrence génie civil. Vous savez, dans notre domaine, les techniciens, lorsque vous faites votre plan et que vous recrutez un ouvrier et que vous êtes en train de lui dire de faire ceci et cela, vous lui indiquez, et il fait, ça ne répond pas au plan que vous avez tracé, l'ouvrier béninois, d'accord, vous dit, toi là, c'est sur le papier que tu l'as fait. Et quand on veut le faire, si tu étais à ma place, tu sauras qu'on ne peut pas reproduire ce que tu as fait sur le papier. Si vous êtes un technicien, théoricien, vous allez subir. Moi, je ne suis pas théoricien. Et ce que je dis, je suis à la télévision et ceux qui me connaissent me connaissent. Moi, je prends les outils. D'ailleurs, je vais vers mon véhicule, je sors mes propres outils. Et je fais l'ouvrage devant lui, identique à ce qui est fait par rapport au plan. Et je laisse ça, puisque je ne suis pas venu pour parler de moi. Et quand vous avez vu Patrice Talon donner la possibilité aux docteurs, aux technocrates, n'est-ce pas, en les appuyant pour prendre le pouvoir et faire du Bénin les nations que nous espérons ressembler, ils ont tout le temps fait de lui dire que c'est facile quand on est à la touche de trouver qu'on pouvait faire ceci facilement. Ce qui a fait que le monsieur est obligé d'aller au charbon. J'utilise ses propres mots. Là où il a trouvé ce carrefour décisif en 2016, c'est qu'il y avait une nécessité avec ce qu'il doit au Bénin. Ce qu'il doit premièrement au Bénin, c'est d'avoir aidé des gens à prendre le pouvoir et que ceux-là aient tout fait pour trahir le contrat qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, ils n'ont pas véritablement travaillé pour le Bénin. Et lui-même décide d'arriver au charbon. Et vous convenez avec moi qu'il portait double responsabilité. C'est-à-dire, ceux qu'il avait aidé à prendre le pouvoir par le passé sont encore là et vivants. Et ils sont là, et d'autres ont même croisé les bras pour voir, et nous avons constaté, pour voir est-ce qu'il va réussir, pour qu'on puisse le tasser de théoricien insatiable. Mais en raison du temps, vous voudriez bien répondre et je vais revenir à la question. Nous avons vu celui-là au charbon. Et il a prouvé aux autres, pendant qu'ils sont vivants, que ce qu'il leur disait là, c'est possible. C'est possible. Et cette possibilité, par rapport à ce que vous avez dit, le peuple béninois est l'artisan et l'acteur même des changements, des mutations que nous avons connus. Pour venir à votre question, des trucs que nous avons connus comme positivité ces dernières années. Et ça parce que de 1000 milliards de recettes, nous nous sommes retrouvés à 2000 milliards de recettes en 2024. D'accord? Ça veut dire que les recettes ont doublé. Qui sont ceux qui ont déboursé? Ce sont les Béninois qui progressivement comprennent que c'est nous-mêmes qui participons à la construction de notre pays qui contribuent. Et puis finalement, quelle est leur réaction? Leur réaction, justement, c'est le fait que quand je vais vous donner la caricature de ce que moi j'ai vécu le week-end passé. On va le faire en quelques secondes, voilà. S'il vous plaît. Quand vous assistez, vous voyez une personne obèse à qui on a prescrit de faire de footing régulièrement pour baisser, en tout cas pour diminuer du poids. Et lorsqu'il arrive à atteindre le poids optimal qu'il cherchait, mentalement on a l'impression qu'on peut se reposer maintenant, ou bien. Et quand tu te reposes, le poids reprend. Les Béninois sont prêts à maintenir le cap. J'espère que vous avez compris que c'est pas bien. Très bien, merci. Merci Roméo. Allez, on passe au deuxième sujet. Investiture du duo Ouadagni-Talata. La grande messe politique prévue pour le 4 octobre prochain. Alors qu'on s'achemine tout doucement vers 2026. Les partis de la mouvance présidentielle vont investir le candidat le 4 octobre prochain. Bonne nouvelle, parce que le 4, c'est déjà la veille du 12 octobre. Et date limite de dépôt des dossiers de candidature. Donc, on va prier, on va souhaiter que ça soit effectivement une grande messe et que les grandes annonces soient faites. Parce que moi, je reste un peu... Peut-être, je veux rester beaucoup plus éveillé parce que j'ai déjà pris goût à quelque chose que je ne veux pas perdre. C'est-à-dire quoi? Il faut que on puisse déjà voir à l'instant là, qu'on puisse connaître déjà les idées portées par le duo candidat, surtout le candidat principal, pour dire déjà, demain, on pourra aller aussi éventuellement au soir du 12 avril, qui c'est lui qui est élu président, on saura sur quoi l'évaluer. Donc moi, je ne veux pas une messe folklorique,
mais je veux surtout une belle messe d'idées et que les grandes annonces soient faites pour la République. Même si c'est une continuité 100% de la stratégie Talon, que les acteurs, ceux que je vais appeler les nouveaux acteurs, puissent véritablement intégrer et se mettre véritablement dedans, comme on le dit, pour porter de vive voix, pour que le peuple sache que oui, ce contrat social veut être renouvelé, mais avec tel duo. Je vais déplorer si c'est simplement des déballages de paroles, je te soutiens à 100%, et telle zone est acquise à ta cause à 10 000%, ou ainsi de suite. C'est-à-dire des acteurs politiques qui vont juste vouloir bomber, sortir les muscles pour dire il faut que je sois sur les listes pour les communales ou les législatives, ou bien pour prétendre déjà être ministre et autres. Je pense qu'il ne faudrait pas que le 4 octobre soit une scène pour ça, mais que ça soit véritablement une scène véritablement plus d'idées et qu'on sache que là, on veut suivre ce candidat sur tel axe stratégique pour le pays. Roméo, vous êtes acteur politique, vous soutenez les actions du gouvernement de la rupture et tous les soutiens au gouvernement de la rupture vont se réunir le 4 octobre prochain à Parakou pour investir le duo de candidats. À l'interne, qu'est-ce qui se cuisine? Quel sera le menu ce jour-là? Eh bien, par rapport au menu, n'attendez pas que je vous crache quoi que ce soit concernant. Un coin de voile? Non, puisque je ne suis pas mandaté pour, et puis je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais je peux quand même vous rassurer de quelque chose. Vous savez, c'est les grands partis du Bénin, les grands partis du Bénin, en plus des partis dynamiques qui soutiennent, qui ont porté la candidature de M. Wadaï. Et comme vous l'avez constaté si bien, c'est que tous les partis politiques presque sont sur le terrain depuis quelque temps. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est justement pour prendre le pouls de la population, pour prendre la doléance, les aspirations de la population. Et donc, ce 4 octobre, la présence des représentants, n'est-ce pas, de ces couches-là et de ces grands partis politiques, ce sera pour eux l'occasion certainement de remettre un cahier de charge au duo candidat. Ce cahier de charge, certainement, sera un chapelet des besoins et de l'urgence de se mettre rapidement au travail lorsque l'occasion sera donnée à la sueur du front de chaque Béninois de se doter un nouveau président, que les 100 premiers jours soient les plus impactés dans la vie de chaque citoyen. Convenez avec moi que les 10 dernières années, quand il s'agit d'un événement organisé par cette mouvance présidentielle, c'est souvent avec élégance que nous n'avions pas connu. Et aucun événement ne ressemble en rien par rapport à ce qui est le précédent. Et donc, ce sera une belle fête. Mais en dehors de la fête, c'est l'urgence d'agir, l'urgence de trouver les solutions idoines, l'urgence de faire de l'homme qu'on a choisi, celui providentiel, en lui demandant les axes sur lesquels on voudrait lui proposer d'aller. C'est vrai, il n'est pas une marionnette quand il rentrera en plein dans ses fonctions. C'est vrai qu'on fera ce débat après. Voilà, non, je le précise en même temps pour dire que ce ne serait que proposition et ça lui permettra de faire sortir plus tard son projet de société. Merci, et donc, pour tout le peuple béninois, c'est un rendez-vous, comme vous l'avez dit, qu'aucun Béninois, quelle que soit son obédience politique, ne devrait rater. C'est important. Merci et beaucoup. pour pouvoir connaître un certain nombre de choses. Merci. On a écouté l'acteur politique par rapport à l'investiture du duo de candidats de la mouvance qui aura lieu le 4 octobre prochain. Mais on n'a pas mis cette cérémonie, par exemple, à Dogbo, on l'a pas mis à Diakotomin, on l'a pas mis à Djougou, mais on choisit Parakou. Pour vous qui êtes analyste politique, pour vous qui scrutez les pas et gestes des politiciens, pourquoi on choisit Parakou pour abriter un tel événement? Parakou,
Bon, j'espère que c'est pour la bonne cause, parce on est à l'ère du système partisan, il faut éviter les histoires de régions, d'appartenance de telle ou telle autre zone. Parakou, je trouve que c'est une bonne zone que je peux qualifier centrale du pays, et on est au dernier point du Bénin, dans l'extrême nord. Parakou avec le sud, je pense que c'est bien situé. Je me dis que ce sont les calculs de zonage et puis de géostratégie qui les ont poussés, mais pas forcément. Et je dis aussi, bon, Parakou, là, je pense que ça met tout le monde dans la danse. Comme je le dis, ça rapproche, c'est pratiquement au milieu pour tout le monde. Ceux qui vont quitter l'extrême nord et l'extrême sud, c'est une bonne distance en termes d'équivalence pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier aussi le côté politique. Parakou, la zone nord, je pense que on peut se dire c'est beaucoup plus une zone de prédilection pour l'opposition politique menée par l'ancien président. Donc on ira le titiller un peu, ils iront le titiller un peu pour voir la réaction de la mobilisation dormante peut-être pour les démocrates. Ça peut être aussi, et aussi chercher à imprimer déjà leur marque aussi d'entrée sur cette zone, pour prouver véritablement que le Bénin est pour tous les partis politiques, quelle que soit la zone, tout le monde doit être la bienvenue. Je pense que il faut que ça soit beaucoup ça. Mais Roméo avait dit quelque chose que je me suis rappelé de 2016. Faudrait pas qu'on nous fasse le coup des grands partis politiques de 2016. La mobilisation des grands partis. Parce que cette expression, j'ai commencé par revivre cette expression et moi j'ai peur plutôt pour le candidat. Et c'est comme ça, hein, 2016, l'ensemble des grands partis se sont réunis, ont porté un candidat, on a vu le résultat. Il faudrait que le candidat, le duo candidat, ne donne pas sur le laurier, et vraiment de se battre et de ne pas écouter que les acteurs politiques. Je pense que la force de celui qui veut succéder, c'était ça. Il n'a pas écouté que les acteurs politiques. Il a développé une stratégie totalement sociale d'entrée ancrée dans la base. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit à l'écoute de la base. Merci Espérance. Roméo, pourquoi est-ce qu'on choisit Parakou? Espérance a semblé parler de la géostratégie. Vous dites la même chose? Pour moi, je ne parlerai pas de géostratégie. Je parlerai d'abord de cette innovation qui permet au reste des Béninois de connaître la plénitude de leur territoire, premièrement. Sérieusement? Bien sûr, puisque c'est un événement de taille. Comme vous le savez. Mais selon des indiscrétions, tous les Béninois ne vont pas là-bas. On va le faire avec les militants de la zone du Nord. Non, on ne fera pas avec. Vous savez. Et c'est seulement les responsables du parti, de ces partis qui vont se rendre à Parakou. Non, pas. Vous savez, vous ne pouvez même pas priver le peuple de se déplacer pour se faire sa grande messe. Ça, c'est la première des choses. Puisque c'est un événement public. Et nous avons aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la scène d'effervescence qu'on a sentie jusqu'à la même journée, les heures qui ont suivi la désignation de M. Wadaï comme candidat. Et je rejoins M. Espérance pour lui dire que oui, effectivement, ce qu'il a dit par rapport aux grands partis, c'est réel. Mais bon, moi, quand je parle de grands partis, je parle de ceux qui ont des élus, d'accord? Mais en dehors de ça, nous avons eu de la spontanéité, d'accord? Et nous continuons d'en avoir jusqu'à aujourd'hui des personnes qui ne sont ni donc d'aucun parti politique, mais qui sont en fait touchés par les résultats obtenus, hein, non seulement par l'homme à son poste qu'on lui a donné, mais aussi globalement par le régime auquel il a appartenu. Et donc il faut se rapprocher d'eux. Même des camps de l'opposition, je veux préciser, même du camp de l'opposition qui ont fait allégeance, des personnalités de l'opposition. Alors par rapport à ça, c'est pas une chasse gardée. Alors le choix de Parakou, d'abord, premièrement, c'est pour montrer que tout Béninois qui se trouve a le droit de recevoir les événements les plus grands. Et vous convenez avec moi que les 5 prochaines années vont marquer profondément le Bénin. Et pour marquer profondément le Bénin, il faut choisir quelque part où il y a beaucoup à faire par rapport à Cotonou
et environ. Et je trouve que c'est un appel, certainement le choix pour dire que Parakou n'aura rien à envier les 5 prochaines années à Cotonou. Puisque les exigences sont là. Merci Roméo, on vous aura compris. En tout cas, les Paraguayens ont pris note de ce que vous avez dit. On va tous ensemble observer ce qui va se passer durant les 5 prochaines années dans notre pays. Le Bénin, plus précisément, du côté de Parakou. Est-ce un secret que Roméo est en train de révéler un peu plus tôt? En tout cas, on verra très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous avons démarré à 18h. Vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin. C'est vrai que 120 minutes Actu Soir va se refermer, mais nos programmes vont s'enchaîner. Bonsoir à tous.